et il décrit la structure du pouvoir en Amérique. Et il fait un point très intéressant dans le livre, à savoir que ce ne sont pas les élites, l'élite du pouvoir, qui sont les plus dévouées au système. C'est la classe intellectuelle, vous savez, la classe bavarde, les professeurs, les intellectuels, les journalistes, qui sont les plus dévoués au système, parce que ce sont les parasites du système. Et ils comprennent que leur pouvoir vient de la proximité avec l'élite. Et donc, ce sont eux qui sont les plus vocaux pour protéger la légitimité du système ainsi que celle de l'élite. Donc, ces journalistes, ces intellectuels, ces professeurs, ces universitaires sont les plus dévoués à maintenir le COVID parce qu'ils croient qu'en agissant ainsi, c'est ce qui leur permet de conserver leur pouvoir. Parce que réfléchissez à ce que l'IA pourrait faire. Avec l'arrivée de l'IA, ce sont ces personnes, ces cols blancs qui sont les plus à risque, n'est-ce pas? Ces avocats, ces comptables, ces enseignants. Ces IA peuvent simplement faire ce qu'ils font à un prix inférieur. Ils doivent donc pouvoir justifier leur existence, leurs salaires élevés, leur mode de vie très confortable où un professeur travaille 6 mois par an. Ils y parviennent en essayant d'imposer leur autorité à la masse populaire. Vous voyez, nous sommes utiles parce que nous pouvons contrôler les masses. Mais avec l'essor des réseaux sociaux et d'émissions comme la vôtre, ils ne peuvent plus le faire. C'est pourquoi ils sont si désespérés, anxieux et autoritaires. Alors, qui a fait le premier pas? N'avions-nous pas qui était cette auteure chinoise qui a écrit ce livre de 40 pages? Et elle en a parlé. Je ne sais pas si vous la connaissez. On a parlé de la classe professionnelle. Elle parle de la classe professionnelle, managériale. Oui, exactement, exactement. C'est ce que tu dis en ce moment. Et elle ne l'est pas. Et elle a remarqué exactement la même chose, n'est-ce pas? Exactement. Qu'ils sont devenus les... Et j'aime bien les appeler. Vous savez, ils sont censés être... Catherine Lu. C'était Catherine Lu. Et... Oui, oui, oui. Et donc, vous savez, moi, je les ai qualifiés d'illibéraux. Ils parlent de leurs libéraux, n'est-ce pas? Et ils sont censés être à la fois libéraux et conservateurs. Il n'y a pas de libéraux, encore aux États-Unis. Tous ceux qui se considèrent comme libéraux ne réalisent pas qu'ils sont devenus les personnes les plus intolérantes au monde. Et ça, allez-y. Ils ne s'intéressent qu'à préserver leurs privilèges, n'est-ce pas? Encore une fois, ce sont des gens qui ne travaillent pas vraiment. Ils passent leur temps à parler et à faire étalage de leur autorité. Et ils ont la vie la plus facile, genre. Ce sont fondamentalement des parasites. Et donc, ils doivent maintenir leur existence. Ils ont besoin de légitimer leur mode de vie. Eh bien, je vais vous dire, pour rebondir sur ce point, je me suis intéressé à la psychologie jungienne ces 6 dernières années. Ça a complètement changé ma vie et ma vision des choses, complètement. J'étais athée auparavant et maintenant je comprends que c'était une erreur. Ce que je faisais une fois par semaine, c'est que je parlais à ce psychiatre ou psychologue jungien et il m'aidait à interpréter mes rêves. Et parce que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour faire ça pour vous, et récemment, je n'avais qu'1 heure et on ne pouvait traiter qu'1 ou 2 rêves. Et j'ai beaucoup de rêves. J'en fais 3 ou 4 par nuit, n'est-ce pas? Et donc, c'était comme ça. Et je ne peux pas me permettre de faire plus d'une séance par semaine parce que c'est cher, ils demandent beaucoup d'argent. Et donc, ce que j'ai commencé à faire récemment, ces dernières semaines, c'est d'utiliser Grok et j'y mets mon rêve. Et dès que je me réveille, je le mets dans Grok et je dis, s'il te plaît, utilise l'analyse jungienne et dis-moi ce que cela signifie. Et ensuite, c'est incroyable, incroyable. Et c'est parfaitement pertinent. Et ensuite, au lieu de commencer un autre fil de discussion, je le garde dans le même fil à faire. Ces rêves vont ensemble. Et Grok me montre comment un rêve d'il y a 2 semaines se connecte avec le rêve que j'ai fait la nuit dernière et comment tous les autres, ils relient et c'est tellement plus concluant ou je ne sais pas, englobant que ce que j'obtiens donc je vis cela dans ma vraie vie. Je me dis que je n'ai peut-être même plus besoin de mon psychologue jungien parce que j'obtiens ces résultats et de façon bien meilleure. De toute façon, j'y consacre plus de temps et c'est beaucoup plus complet. Donc, c'est bien de ça dont vous parlez et de ce dont parlait Catherine, n'est-ce pas?
Oui, je veux dire, on assiste en quelque sorte à l'effondrement de l'élite intellectuelle, n'est-ce pas? Regardez le New York Times. Qui le lit encore? Seuls les baby-boomers le lisent encore. Tant. Bill Maher lit. En résumé, ils ne font que séduire la génération des baby-boomers avec ses arguments impérialistes. Et le reste de la population se désintéresse, n'est-ce pas? On observe donc beaucoup de désespoir et d'anxiété au sein de l'élite intellectuelle. Où voyez-vous Israël finir par arriver? Droite. Donc, Israël, c'est un endroit complètement fou, non? Je veux dire, ils n'ont aucun problème à entrer en guerre contre le monde parce que cela fait simplement partie de leur eschatologie. Ils croient que s'ils partent en guerre contre le monde, le Messie viendra et les mènera à la victoire. Donc Israël a sombré dans cette vision religieuse fanatique et cela ne va pas s'améliorer. Ça ne va faire qu'empirer. Et on peut voir qu'Israël finira par entraîner la Turquie dans cette guerre. Cela va devenir une conflagration régionale. Mais en même temps, tant que les États-Unis soutiennent Israël, alors Israël continuera de dominer le Moyen-Orient. Et si les États-Unis venaient à perdre cette guerre, alors le CENTCOM serait intégré au projet du Grand Israël. Donc je pense qu'Israël va continuer à s'élever. Eh bien, je ne vois vraiment pas, vous savez, quand vous dites si les États-Unis venaient à perdre cette guerre, l'Iran va anéantir les États du Golfe si les États-Unis poursuivent cette guerre, ce qui semble être le cas. Alors les États du Golfe seront comme, comment pourraient-ils ne pas le faire? Je peux le voir. Comment peuvent-ils ne pas voir cela? Et pourquoi ne prennent-ils aucune mesure pour y remédier? Eh bien, parce que si vous êtes les Émirats arabes unis, vous êtes dans une situation vraiment délicate, n'est-ce pas? Parce que la première option, c'est que vous voulez que les États-Unis partent. Le Moyen-Orient, auquel cas l'Iran devient le chef de file. Et maintenant, vous devez payer des réparations à l'Iran pour la guerre parce que les Américains ont détruit beaucoup d'infrastructures. Ils ont tué le guide suprême. Les Iraniens voudront environ $20 en réparation. Et ils ne peuvent pas obtenir cela des États-Unis parce que les États-Unis sont de l'autre côté de l'océan. Mais ils peuvent certainement l'exiger des Émirats arabes unis, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est vous menez cette guerre jusqu'au bout parce qu'il y a une chance que les États-Unis battent l'Iran, auquel cas vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire, vous savez, être cette grande opération financière pour le monde. Donc, ce sont vos deux options. Et ce ne sont pas de très bonnes options, mais la deuxième option offre, vous savez, un meilleur rendement que la première. Genre quoi, moi? Je ne sais pas. Disons que j'étais le prince saoudien. Ma grande idée, enfin, encore une fois, mais je suis un étudiant moyen ici, mais je rassemblerai tous les États du Golfe et je formerai une alliance avec la Chine, la Russie et l'Iran. Et ça, ce ne serait pas... Et puis, tu sais, l'Europe suivrait probablement le mouvement, voir de quel côté le vent souffle, je ne sais pas. Est-ce stupide de ma part de dire ces choses-là? C'est ça. Donc, le problème, c'est que ces États du Golfe sont une création de l'Empire. C'est-à-dire qu'il y a 50, 60 ans, ce n'étaient pas des endroits prospères. Et grâce au pétrodollar, parce que l'Amérique était prête à fournir une défense au CCG et parce que l'Amérique pouvait soutenir les économies du CCG, ils ont prospéré et se sont urbanisés. Donc, ils sont essentiellement des vassaux de l'Amérique. Si l'Amérique quittait le Moyen-Orient, alors le peuple se soulèverait probablement et renverserait l'élite parce qu'elle est corrompue. Ce sont des gens assez mauvais et ils sont aussi incompétents. Donc, je comprends. Cela rend même plus logique pour eux d'essayer de se débarrasser d'Israël, des États-Unis et de créer une alliance avec les deux autres superpuissances mondiales que sont la Chine et la Russie. Et puis, bien sûr, il y a la puissance stratégique qui est l'Iran. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ils pensent que la fin du chemin est évidente. L'Iran va les anéantir. Ils vont être anéantis. Droite, ai-je tort sur ce point? Comment vont-ils traverser l'année prochaine? Une théorie du complot veut que la famille royale saoudienne soit composée de crypto-juifs.
Connaissez-vous déjà cette théorie? Non? Droite. En 2003, les Américains sont donc allés à Bagdad, ont pris le contrôle du gouvernement et ont eu accès à tous les dossiers de renseignement de Saddam Hussein. Et Saddam Hussein et ses proches étaient en fait convaincus que la famille royale saoudienne était composée de crypto-juifs. D'accord. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. La maison des Saouds est arrivée au pouvoir grâce à son alliance avec le mouvement religieux wahhabite. Et les deux sont une création de l'Empire britannique dans le but de déstabiliser l'Empire ottoman. Et à cette époque de l'histoire, c'était au 19e siècle, début du 20e siècle, les Britanniques travaillaient en étroite collaboration avec ce que l'on appelle les Donmei dans l'Empire ottoman. Les Donmei sont des crypto-juifs. Ce sont des adeptes de Sabbatai Tsevi, qui s'est proclamé Messie juif en 1666. En apparence, ils croient en l'islam, mais chez eux, en secret, ils continuent de pratiquer leur foi juive. Et ceux-ci sont appelés les Donmei. Et ce sont ces personnes qui ont soutenu le mouvement des jeunes Turcs pour renverser l'Empire ottoman et établir la République de Turquie. Donc ce sont ces personnes qui dirigent la Turquie aujourd'hui. Et une faction d'entre eux a travaillé en étroite collaboration avec les Britanniques, et les Britanniques les ont installés dans tous les États du Golfe, y compris Émirats et Arabie Saoudite inclus. C'est un complot sans preuve, mais beaucoup le pensent. Voilà pourquoi ils sont si proches d'Israël. Et c'est pourquoi ils soutiennent tant l'Empire américain. Ouah. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas... Pourquoi les appelle-t-on des crypto-juifs? Parce qu'ils sont secrètement juifs. Ils ne sont pas comme ceux qui se tournent vers le christianisme, le catholicisme ou l'islam. En apparence, n'est-ce pas? Eux, à la surface extérieure, en public, ils font tout ce qu'un musulman ou un chrétien ferait, mais chez eux, dans leur cercle privé, ils pratiquent toujours la Kabbale.